je crois, en bon scientifique, vous aurez quand même à nous donner des réponses qui pourront quand même nous faire du bien. Monsieur Oui, Rabi, nous allons commencer d'abord, nous aurons à parler sur le discours du chef de l'État, sur l'état de la nation, nous allons parler de la sécurité et aussi nous allons parler de la Constitution. Alors, première question, Monsieur Rabi, comment aviez-vous reçu le discours du chef de l'État quand il s'est adressé à la nation? ok, merci beaucoup, Monsieur Jules. Répondant à cette question, le discours sur le plan de la nation. En tout cas, laissez-moi vous dire que Monsieur Félix a encore raté cette opportunité qu'on lui avait donnée de se faire. Monsieur Félix a encore raté cette opportunité qui consistait pour lui d'un moment de repos. Il vous dit qu'il allait faire un discours sur l'état de la nation. D'abord, avant d'avancer plus loin, on doit d'abord faire comprendre à l'opinion ce que c'est un discours sur l'état de la nation, c'est quoi sa nature et qu'est-ce que ça constitue en réalité. Un discours un discours sur l'état de la nation, pour nous qui sommes dans un système, donc dans un régime politique semi-présidentiel, pour nous qui sommes dans un régime semi-présidentiel, nous savons que le chef de l'État n'est pas responsable, n'est-ce pas, devant les chambres du Parlement. Alors, parce que les institutions doivent collaborer, c'est dans cette logique collaborative que les constituants de 2006 avaient voulu ces discours sur l'état de la nation. Parce que devant les deux chambres du Parlement, pourquoi devant les deux chambres? Parce qu'on suppose que les deux chambres du Parlement réunies représentent ici une fraction de la population. Vous comprenez? Alors, dans ces discours, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant rendre compte au peuple de manière inconditionnelle, on vient rendre compte au peuple de tout ce qu'on a fait durant une année par rapport à ce que l'on avait comme vision sur la gestion de l'État. C'est comparable à ce qu'on appelle ensemble général de présentation d'un bilan de clôture pour les entreprises. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? En réalité, par rapport à la vision, par rapport aux objectifs fixés, les présidents de la République devaient en réalité nous dire, par exemple, j'avais prévu dans les secteurs de l'infrastructure, j'avais prévu construire 5 000 km de route en une année. Et voilà, compte tenu de telle raison, je me suis limité à 3 km. Dans le secteur de la santé, il a fallu l'exécution de tel programme, ça a été exécuté à 30%. Dans le secteur de l'éducation, il fallait par exemple disponibiliser autant d'écoles et aujourd'hui, en une année, on a pu faire ça. Donc, il fait en réalité, il soulève les actifs, il démontre les passifs et après cela, il fait maintenant la prospection de l'année à venir. C'est même pas. C'est d'ailleurs dans cette logique-là que le débat autour du budget s'est fait avant le discours sur l'état de la nation parce qu'il y a certains éléments sur la prospection de l'année, de l'exercice annuel à venir qui tiennent en état ou qui tirent leur source de cet exercice budgétaire. Mais voilà, M. Félix Tshisekedi, au lieu de venir retracer le bilan de la nation, sur l'état de la nation, il vient taper à côté, il fait du chantage, du populisme, il se lance dans la victimisation et au finish, il vient conclure en nous faisant des promesses fallacieuses comme si on en avait besoin. Donc, partons de l'essentialité de ce qui aurait être un discours. Nous sommes de ceux-là qui sont convaincus que M. Félix Tshisekedi a complètement tapé à côté. Il a encore une fois de plus raté cette occasion de se taire parce que tout ce qu'il a fait, il a tout présenté sauf l'état de la nation. Parce qu'il a parlé. Maintenant, dites-nous, après le discours sur l'état de la nation, qui est en réalité un résumé sur ce qui a été le fonctionnement de la nation pendant une année, Oui. on devait à ce stade savoir où en sommes-nous dans la situation sécuritaire. On devrait savoir, dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce qui avait été prévu,
qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui se fera dans l'année à venir. Dans le secteur de l'infrastructure, on devait également être fixé. Dans le secteur des transports, dans le secteur de l'électricité, tous ces secteurs-là devaient normalement être brossés pour qu'à ce stade, nous ayons l'image de ce qui serait, de ce qui est l'État d'abord maintenant, et l'image de ce qui sera l'État dans l'année à venir. Mais malheureusement, grâce à cette mauvaise représentation, teintée de populisme et de l'utilisation qui a été faite par M. Tshisekedi, aujourd'hui, nous pouvons tout dire, sauf être au courant de ce qui est la situation de l'État, notre nation en ce moment. Donc voilà. Donc, pour vous, tout ce que le président de la République a dit, il n'a rien dit. Mais quand je prends, par exemple, dans la fonction publique, il a parlé de la fonction publique, il a parlé de la normalisation des fonctionnaires, il a parlé de l'éjection des doublons et consorts. Ça, ce n'est pas un point positif pour parler à la nation? Non, non. Point positif, point négatif ne constitue pas un problème à ce stade. Le vrai problème, c'est de rester d'abord dans la logique de ce qui est la démarche d'un discours sur l'événement de la nation. On vient présenter, d'abord, on doit commencer par démontrer ce qui avait été la vision dans un secteur donné. Donc d'abord, vous devez nous dire qu'est-ce qui a été votre vision, qu'est-ce que vous avez prévu dans l'année passée pour cette année dans ce secteur. Après cette étape, vous nous dites ce que vous avez fait par rapport à votre vision, et après vous allez nous dire ce que vous aurez à faire dans l'année à venir. Donc, c'est les trois éléments-là qui doivent être pris en compte. Si vous venez nous faire un discours sur l'état de la nation, admettez que vous, M. Gilles, vous avez une entreprise, et lors de l'exercice comptable, votre gestionnaire ou votre gérant n'arrive pas à vous démontrer ce qui a été sa vision pour le compte de l'exercice annuel, il n'arrive pas à vous dire ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il lui-même avait fait comme vision de gestion et vient directement vous présenter, vous faire des prospections quant à la politique à venir. Est-ce que vous, en tant que propriétaire d'entreprise, vous serez, vous serez content de ce gestionnaire? Parce qu'on doit considérer ici la RDC comme une entreprise qui appartient au peuple. Le peuple, en tant que propriétaire de l'entreprise, a confié une mission de gestion à M. Félix Tshisekedi, qui est censé gérer pour l'intérêt du peuple qui est propriétaire de l'entreprise, mais par sa vision, lui en tant que gestionnaire. Donc, ces éléments doivent être pris en compte. Et si les peuples ne sont pas satisfaits par ce qui est la présentation du bilan, nous, en tant que ceux-là qui défendent les intérêts du peuple, nous devons le dire clairement. Donc, je réaffirme ici les propos que M. Félix Tshisekedi a tout fait, sauf présenter la situation de la nation congolaise en ce moment. Oui, bon, mais quand on prend par exemple, un moment, excusez-moi, quand on prend par exemple, le président parlait qu'il a trouvé des écoles où les enfants étaient, il y avait beaucoup de déperditions et aujourd'hui, il y a plus de 7 millions d'enfants qui sont rentrés à l'école et que la gratuité de la maternité, la gratuité de l'éducation, la gratuité, beaucoup de gratuité qu'il a fait, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui pouvait être quand même, qui a été salutaire pour la population. Salutaire pour la population, en réalité, lorsque l'État prend des mesures, ce sont des mesures qui doivent soulager tout le monde. Vous nous dites, vous nous parlez de la gratuité de l'enseignement, gratuité de l'ensemble. Commençons par la gratuité de l'ensemble. Vous savez aujourd'hui que la gratuité de la santé et comment, de l'éducation instaurée par M. Félix Tshisekedi a détricoté le système éducatif congolais. Parce que vous instaurez une gratuité de l'enseignement sans que vous ayez un budget nécessaire qui viendra accompagner cette mesure. Et par conséquence, il y a surpeuplement d'élèves. Ici à Kinshasa, nous avons de certaines écoles là. Dans une salle, vous trouvez 70 élèves au niveau primaire. Vous trouvez 70 élèves. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'enseignant qui du reste n'est pas motivé, l'enseignant qui du reste n'est pas payé régulièrement, n'arrive pas à déployer des énergies suffisantes pour suivre de près la situation de chaque apprenant. Est-ce que cette mesure, devons-nous dire que cette mesure a contribué à la progression de l'enseignement ou a contribué à sa régression? Ça, c'est le premier problème. Sur le plan de la santé,
Vous venez nous instaurer un problème de la gratuité de la maternité. Ok, on accepte. C'est une très bonne chose. Mais dans la faisabilité, qu'est-ce qui s'est fait? Vous obligez, déjà que l'État n'a pas d'infrastructure sanitaire, le marché est plus détenu par les privés. Donc, vous allez d'abord commencer par négocier des contrats avec les privés et aussi s'assurer de la prise en charge des animateurs de ces institutions de santé. Ce qui pose encore problème. On oublie qu'on doit prendre en charge ceux-là qui sont à la maternité. Ok, c'est bien. Mais est-ce que l'État a disponibilisé des mécanismes d'acquisition faciles des médicaments qui feront en sorte que ceux-là qui sont gratuitement pris en charge à la maternité soient dans de bonnes conditions? Est-ce que l'État a pris les conditions nécessaires pour que ces personnels soignants qui vont passer leur nuit dans des conditions gratuites imposées ou voulues par l'État soient quand même dans des conditions honorables? Ça, le problème. Aujourd'hui, il y a des grèves partout. Dans chaque institution de santé, il y a grève. Il y a aujourd'hui le système de fonctionnement minimum, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, presque toutes les institutions de santé, il y a les services minimum. Pourquoi? Parce que les personnels soignants ne veulent plus venir depuis que la prise en charge a quitté le secteur privé pour le compte de l'État. La prise en charge n'est pas effective, elle n'est pas rassurante et aujourd'hui, c'est catastrophique. Est-ce que cette mesure a été soulageante ou bénéfique pour la population ou a encore venu ou cette solution proposée par l'État est venue empirer tout simplement la situation du peuple qui est utilisant. C'est dans cette logique-là qu'on doit voir les choses. Parce qu'on ne doit pas se limiter dans les gros plans, dire que non, on a instauré la gratuité de l'enseignement, par exemple, de la santé, sans pour autant pénétrer les problèmes au fond. En pénétrant les problèmes au fond, on va maintenant étudier les mécanismes d'exécution. Si dans cette décision, toutes les personnes, toutes les couches se retrouvent, et les personnels soignants, et c'est là qui doivent être soignés, là, c'est une initiative louable. Mais si c'est une couche seulement qui doit se retrouver au détriment des autres, rassurez-vous que même cette couche-là qui paraissait être privilégiée deviendra victime. Pourquoi? Parce que quand le personnel soignant n'est pas motivé, décide de ne pas venir au travail, la suite c'est quoi? C'est la personne là qui devait bénéficier de ces soins de qualité qui va perdre la qualité de ses soins qu'il devait subir. Bon, voilà un peu les dangers. Voilà à quel niveau réside le problème. Le problème n'est pas de prendre une décision, mais le problème c'est de se rassurer au fond que cette décision qu'on a prise met à l'aise toutes les couches intervenantes dans ce secteur. Donc voilà un peu le problème. Oui, je vous comprends. Mais est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi des Congolais? Parce que les salaires ont été doublés, voire même triplés. Qu'est-ce qu'on doit encore faire si on ne peut pas faire la gratuité de maternité, la gratuité de l'éducation? Pour votre information, j'étais professeur au collège de Saint-Robert et là, on me payait 20 $. Aujourd'hui, quand même, l'enseignant, on a quand même majoré, vu la situation économique de notre pays. Est-ce qu'il n'y a même pas moyen de jeter quelques fleurs même de ce côté-là? Ok, une très bonne question. Une très bonne question. Je crois que puisque vous êtes aux États-Unis, en droit des États-Unis, vous connaissez au moins, bien que vous ne soyez pas économiste, mais vous allez comprendre ce que je vais évoquer maintenant. Dans la politique salaire, il y a d'abord la notion de ce qu'on appelle SMIC qui entre en jeu. Je crois que vous êtes là, vous connaissez la notion du SMIC. Oui, c'est 1 $ Alors, là-bas. 1 $ la notion du SMIC, la notion du PIB. Et Oui, ça fait également intervenir la notion du pouvoir d'achat dans les marchés légaux de consommation. Si vous nous dites que non, vous étiez enseignant, vous touchiez à l'époque 20 $. Mais avec ces 20 $ que vous étiez en train de toucher avant, ça vous permettait d'assurer toutes les dépenses du ménage. On nous dit ici que les salaires des enseignants ont été doublés. Un fonctionnaire ici, c'est celui-là qui te touche 240 000 francs. Ça, c'est pour les attachés du bureau de vraiment, deuxième classe. 240 000 francs. Attendez, j'en ai. Il vous touche 240 000 francs. Maintenant, si on doit se plonger dans une logique économique, la valeur qu'avait 240 000 francs en 2018, compte tenu de la politique inflationniste, n'est pas la même valeur qu'à aujourd'hui 240 000 francs
dans les marchés des biens de consommation. Donc, si avant, je pouvais avoir 240 000 et m'acheter un sac de riz, mettre une provision, payer les transports, ainsi de suite, aujourd'hui, avec 240 000 francs, les mêmes besoins qu'on pouvait s'acheter n'est plus le même. Aujourd'hui, par exemple, avec un billet de 1000, non, non, prenons $1, parce qu'on doit réfléchir dans la logique du PIB. $1 aujourd'hui vaut 2900 francs. Or, à l'époque, $1 avait la valeur de 2100 francs. Nous sommes en 2019. Vous comprenez? Non, non, 1600 francs en 2019. $1, 1600. Parce que c'était à 16. Alors, avec 1600, nous avions la possibilité de s'acheter une bouteille d'eau à 300 francs. On avait cette possibilité de s'acheter un pain à 200 francs. On avait cette possibilité de se payer un transport pour quitter Rompongaba et puis faire Zando. C'était à 500 francs. Ça, c'est en 2016. 2016-2019. 500 francs pour le transport. Déjà, avec $1 seulement, vous quittez la maison chez vous, vous réveillez le matin avec $1, 1600, vous achetez votre pain à 200 francs, vous achetez une quantité de sucre à 100 francs, vous achetez un sachet de lait à 100 francs, vous achetez une bouteille de jus, si vous voulez, à 500 francs, vous achetez votre papier mouchoir à 300 francs, et les peu qui vous restent là, vous avez cette possibilité de mobilité. Donc, vous pouvez prendre aller-retour. Rond-point Bazan de 500, le retour c'est à 500 francs. Déjà, avec $1, on pouvait manger et se déplacer. Mais aujourd'hui, on a le taux $1 qui est passé de 1600 à 2900 francs. Et c'est quoi encore la conséquence dans les marchés? Il y a l'inflation qui bat record. Donc, ce pain qu'on pouvait s'acheter à 200 francs, aujourd'hui revient à 500 francs. Cette bouteille de jus qu'on pouvait s'acheter à 1000 francs et à 500 francs plus tôt, aujourd'hui, elle revient à 1000 francs. Donc, on pouvait avoir $1 en 2016 ou en 2019, s'acheter tout ce que j'ai cité, mais en 2019 et en 2024 aujourd'hui, avec $1, ça ne vous suffit que pour vous acheter un jus et un pain, parce que le pain aujourd'hui revient à 700 francs et le jus revient par exemple à 1000 francs. Donc, $1 aujourd'hui ne vous sert que pour payer les pains et les jus que vous allez manger le matin. Et là, pour avoir les transports, il faut encore décaisser à notre budget. Or, notre PIB, c'est $1 par jour que nous sommes censés utiliser. Donc, si on doit combiner les transports pour une personne, les transports, sa mobilité, son forfait Internet, d'ailleurs là aussi c'est un calvaire, son forfait Internet et consort, si on doit les combiner, cela veut dire que nous avons utilisé les montants qu'il fallait utiliser dans 3 jours, nous allons l'utiliser dans 20 jours pour pouvoir subvenir à tous ces besoins sociaux. Maintenant, dites-nous, si je suis payé $100, alors que j'étais obligé d'utiliser $1 le mois pour survivre, aujourd'hui, j'utilise $3 en un jour. Si j'étais payé $100, faites le calcul en un mois, j'aurais dépensé combien et qu'est-ce qui va me rester pour investir? Qu'est-ce qui va me rester pour prendre en charge la scolarité des enfants? Qu'est-ce qui va me rester pour pouvoir planifier ma vie? Donc, réfléchissons maintenant dans cette logique-là et vous verrez que l'augmentation des salaires, oui, mais tant qu'il y a perte de pouvoir d'achat, tant qu'il y a baisse de pouvoir d'achat, même si on mettait les salaires à 1 million de francs congolais, si on s'achète un sac de riz à 100 000 francs, les 1 million de francs congolais là dans les marchés des biens de consommation ne va rien représenter. Donc, nous devons apprendre à réfléchir dans cette logique-là. Ne soyons pas dans les gros plans, descendons sur terre, réfléchissons avec nos cerveaux bien en place, mais nous allons comprendre que le peuple est en train de souffrir, nonobstant toutes ces mesures mises en place par les régimes psychiques. Ok, je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous savez que la crise économique est mondiale et que ça se sent partout? Parce que La crise économique, la crise économique, elle est mondiale. Est-ce que c'est un la problème? crise économique, la crise économique, Oui, elle est mondiale, on accepte, oui. mais les économistes qui nous suivent savent au moins l'importance de la politique de l'adaptation compte tenu des réalités économiques. Lorsqu'il y a une crise économique qui frappe une société, il y a maintenant
les stratégies qui se définissent, on met ensemble un certain nombre de stratégies qui nous permettraient de surmonter la crise. Parce que la crise, elle se sent partout, mais cette crise-là, qui se sent, n'a pas permis aux institutions, parce on pouvait accepter qu'il y a une crise aussi, toutes les couches de la population avaient été frappées, si toutes les couches de la société avaient été frappées au même moment, au même niveau. Mais aujourd'hui, vous nous parlez d'une crise qui ne frappe que la population au niveau le plus bas, et ceux-là qui sont dans les institutions sont en train de construire, sont en train de dépenser de l'argent comme s'il y avait, comme si c'était quelque chose qui poussait dans leurs arbres derrière des maisons. Alors, vous voulez nous faire croire une crise euh, dans cette hypothèse, parce que quand vous devez gérer, cela veut dire que vous gérez le présent et le futur. Alors, dans la gestion du futur, il y a ce qu'on appelle la politique perspective, la mise en place d'une politique perspective. Quand vous mettez en place cette politique perspective, vous devez maintenant définir, vous préparer face à certaines réalités. On a eu par exemple la COVID-19 qui a frappé le monde entier. Chaque État qui a été frappé par la COVID-19, après que cette période est passée, chaque État a pu développer ces stratégies qui lui avaient permis de relancer ses économies après la crise. Parce que, par exemple, en France, je prends l'exemple de la France. En France, pendant la période de Covid-19, il y avait baisse totale du pouvoir d'achat. Même le prix du pain en France avait augmenté. Mais lorsque cette période-là a pris fin, les stratégies ont été mises en place et on a essayé de réduire tant soit fait, de mettre les moyens pour que cette baisse du pouvoir d'achat soit à un niveau gérable. Voilà ce qu'on appelle un État. Voilà, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Donc, l'État est censé prévoir dans toutes les situations qui arrivent dans la société pour dire que son peuple se retrouve dans la satisfaction. Bon, pour terminer ce point, je sais que l'opposition et le pouvoir s'entredéchirent. Je voudrais demander en toute honnêteté, qu'est-ce que en quoi Félix Tshisekedi a fait du bien depuis qu'il est là pour vous? Bon, si on doit réfléchir, si on doit répondre honnêtement, Et puisque la seule, un point, ok, le seul point positif du régime Tshisekedi, depuis 2019 à ce jour, son seul point positif était de doubler le salaire des députés. doubler le salaire C'est des un point de députés, c'est son seul point positif. Les députés qui étaient à 12 000, ils sont aujourd'hui à 21 000. C'est tout ce que M. Félix Tshisekedi a su faire. Et c'était pour ses intérêts parce qu'il voulait avoir une majorité au sein de l'Assemblée parlementaire. C'était ça l'essentiel. Mais pour mon peuple, pour ce peuple que moi je suis en train de défendre, le pouvoir de M. Tshisekedi n'a rien résolu comme problème. Au contraire, le pouvoir de M. Tshisekedi est venu nous mettre dans une situation de chaos. Parce qu'avec M. Kabila au pouvoir, nous étions en train de soutenir, mais nous avions une souffrance gérable. Mais M. Félix Tshisekedi est venu nous retirer cette petite joie que nous avions en tant que peuple pour nous mettre dans la tombe. Et c'est seul lui et sa famille biologique et sa famille politique qui sont en train de s'enrichir au détriment de la population congolaise. Donc, si on doit dire en termes de positivité, au profit du peuple, M. Tshisekedi n'a rien fait. Mais dans la négativité, il a contribué au malheur, il a contribué à la destruction de tout ce qui nous restait comme moyen de subsistance en tant que peuple. OK. Excusez que je pose cette question à Lingala. Ça fait combien de temps vous êtes aux années d'opposition? Ok, Madame Mingi Ndeko Gilles, Rabi Epala, opposant depuis 2017. Je commençais en 2017. 2017, c'est-à-dire à l'époque de Kabila, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Bon, parce que tu convoqué moi raison, même avec Kabila, mais pourquoi ce qui Kabila zala qui bien? Pour nani ni bino batu ya opposition bolukaki akene mbangu mbangu. Non, non. Tandis que Kabila azalaki bien. Parce que si aujourd'hui on tokomi kolobela Kabila, c'est parce qu'il y a incompétence et un décotisé de l'équipe à Kabila. Vous comprenez? Kabila a été incompétent.
M. Kabila était incompétent. Mais quand il est parti, Félix Tshisekedi qui est venu est encore plus, 3 fois plus incompétent que Kabila. Voilà pourquoi, c'est comment on doit Kabila le rôle la référence pour le cas de Lombo. En réalité, Kabila n'est pas compétent. Il était également incompétent. Mais la classe qui est incompétent, M. Kabila est mieux classé que Félix Tshisekedi. Bon, Parce qu'avec Félix avec, mais oui, la classe qui est incompétent, Kabila est mieux classé que Tshisekedi. donc, Pourquoi on est incompétent? posons la... Pourquoi je dis ça? Bon, Attendez, laissez-moi finir. Non, attendez.